là, j'ai l'honneur, je vais le dire, là, d'accueillir une animatrice radio que j'admire beaucoup et que j'aime écouter régulièrement, femme de radio, mère de 5 enfants, Annie Desrochers, qui anime l'émission d'affaires publiques le 15-18 à ici Radio-Canada Première depuis maintenant 12 ans. Bonjour Annie. Bonjour Maude. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Je suis très contente d'être là. Ben, tout le plaisir est pour moi, je dirais. Donc, là, on va parler de la bande dessinée Transmission, qui est issue du balado du même nom, qui était une quête familiale et historique, diffusée sur audio. Et puis ça, c'est votre première bande dessinée, donc Transmission, les héritages de l'abbé James, paru en août dernier chez Éco-Société et magnifiquement illustré par Christian Quesnel. Et déjà, l'apparition de ce superbe ouvrage m'a permis de découvrir le balado que je n'avais pas encore écouté. Un balado qui remet en place l'histoire, le contexte sociopolitique de l'époque, avec pour trame de fond votre souhait de mieux comprendre qui était votre grand-père, Paul Desrochers, qui a été un homme politique et une figure publique très importante au Québec, alors qu'il œuvrait aux côtés de Robert Bourassa, premier ministre du Québec à cette époque. Donc, c'est un parcours qui se voulait d'abord très personnel et vous avez fait ce processus en compagnie de 3 de vos 5 enfants. Pourquoi avoir eu envie de transférer le balado dans une œuvre illustrée? Parce que j'avais envie de continuer à faire vivre cette histoire-là, en quelque sorte. Quand le balado a été mis en ligne, c'était en novembre 2019. Et puis, qu'est-ce qui arrive après, au printemps 2020? Ben, c'est la pandémie. Puis, j'ai comme senti, tu sais, à la publication, à la diffusion du balado pour la première fois, à la mise en ligne, on avait eu beaucoup de contacts avec, par exemple, des profs dans l'université ou au cégep qui voulaient qu'on vienne parler de cette histoire-là à leurs élèves et tout. Puis tout ça, c'est comme arrêté un peu avec la pandémie. Fait que j'ai l'impression qu'on a eu, je sais pas, tu sais, un départ qui s'est arrêté brusquement. Et je me disais, ben comment faire vivre cette histoire-là? Puis à un moment donné, je me suis dit que la bande dessinée, moi, j'en lis quand même beaucoup. C'est vraiment un style qui m'intéresse. Ce que parfois on va appeler le roman graphique, là, oui, ou la bande dessinée documentaire. Et quand cette idée-là est arrivée, ben je me suis dit, ah oui, c'est comme un complément tout à fait logique à ce qu'on avait fait en audio. Et puis là, je me suis dit, ben ça peut devenir un objet en soi, tu sais. Puis en effet, je pense que le livre se tient complètement tout seul. Fait que je suis très, très contente qu'on soit passé de l'audio au dessin, au fond. Oui, c'est vraiment une œuvre, comme je le disais d'entrée de jeu, magnifique, qui rapporte bien aussi le contenu du balado, parce que ça doit être un défi aussi de condenser ce contenu en une bande dessinée. Et je me questionnais sur le choix de l'artiste. Pourquoi avoir choisi Christian Quesnel spécifiquement pour illustrer ce récit? Ça, c'est une drôle d'histoire parce que moi, je suis complètement étrangère là, du milieu de la littérature et de l'édition, puis encore plus de la bande dessinée. je dessine zéro, tout ça. Donc, j'arrivais dans ce milieu-là très naïvement, autrement dit. Puis au début, j'ai comme approché quelques éditeurs avec le projet. Éco-Société, la maison d'édition là qui a publié Transmission, m'est revenu très très rapidement avec un intérêt que j'ai trouvé bien fun. Puis le détail qu'il fallait régler avant de s'entendre pour une publication, ben c'est l'adaptation des droits là avec Radio-Canada. Fait que ça, c'est pas moi qui, ça passait comme au-dessus de ma tête. Et eux, vraiment, ont dit oui, on va y aller, on va les rencontrer, puis tout ça, puis ça s'est fait. Et je sais pas comment ça se fait une bande dessinée. Donc la première fois, après avoir rencontré les éditeurs, ils m'ont dit, ben passe à des illustrateurs, tu sais, reviens nous avec des noms, regarde un peu ce qui se fait, le type de dessin que tu verrais bien pour ce projet-là. Et ça se passe en même temps qu'est publié Mégantic, Un train dans la nuit, d'Anne-Marie de Saint-Cerny et de Christian Quesnel, qui était publié chez Éco-Société. Puis en fait, c'est la publication de cette œuvre-là qui fait que je me suis tournée vers la maison d'édition parce que je trouvais que c'était vraiment
c'était bien fait, là, Oui. tu sais. Puis je me suis dit, Éco-Société fait de la BD et tout. Fait que j'étais curieuse de voir leur intérêt pour mon projet. Mais c'est comme j'avais pas pensé à Christian à ce moment-là. OK. Parce que je me dis, il vient de faire ça, il est dans la promo, tu sais, c'est un peu sentiment de l'imposteur, là, il s'intéressera pas à mes trucs et tout. Et Christian, lui, entend parler de mon projet autrement. Et manifeste son intérêt pour illustrer Transmission. C'est des conversations qu'il avait entendues chez un des éditeurs, puis tout ça. Et quand ils me sont revenus en disant, Christian Quesnel, il aimerait ça illustrer Transmission, là, je dis, là, c'est sûr que je vais le rencontrer. J'étais complètement très, très heureuse de ça, mais il fallait qu'on se parle d'abord, qu'on s'assoie pour voir si une collaboration est possible. Tu sais, de part et d'autre, je pense que c'est important quand on est en équipe comme ça de s'assurer que ça fit au fond, là. Donc, on est allé dîner ensemble, puis très rapidement après ça, on a su qu'on serait capable de travailler ensemble. Puis, je suis tellement contente d'avoir fait équipe avec lui, là. Vraiment, je pouvais pas espérer mieux dans un projet comme ça. Et comment ça s'est passé, le processus créatif? Parce qu'on s'entend que l'abbé James, c'est pas la porte à côté. Est-ce que Christian est parti visiter, parcourir le même chemin que vous avez fait avec vos fils? Oui, Christian a fait ça. Il voulait le faire, je pense, plus tôt dans le processus de création. Moi, quand j'ai approché les éditeurs, on était en 2021. Ce qui était important, tant pour moi que pour lui, c'est qu'on soit pas pressé dans une espèce de calendrier de production très, très serré, parce que Christian avait beaucoup de projets de son côté. Puis moi, mettons que ma job de jour m'occupe beaucoup, là. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié des éditeurs, c'est qu'on nous laisse le temps. Donc, en 2021, je les approche. Christian, lui, on commence à travailler tranquillement ensemble, regarder un peu ce qui peut être fait. Puis lui, rapidement, dit, moi, je vais devoir aller à l'abbé James. J'aime toujours ça, me rendre sur les lieux que je vais illustrer. Tu sais, dans le processus de la bande dessinée documentaire, tu sais, c'est de se coller aux faits puis aux images. Il voulait y aller l'été des feux de forêt. Il y a eu des gros feux de forêt à l'abbé James. Puis, je veux dire, en 2021, c'est encore confiné, chez Sassibi, puis tout ça, entre pas qui veut, là. Fait qu'il y a des mesures qui sont encore en place. Ensuite, il y a l'été des feux de forêt, et c'est finalement en 2024 que Christian puis sa copine vont partir. Puis il a refait le voyage que j'ai fait, et puis il a rencontré aussi les personnes que j'avais rencontrées en allant chez Sassibi et Radisson. Puis ce qui est vraiment ce qui est fou, en fait, c'est que avant même qu'il y aille, il m'avait déjà envoyé quelques planches là, qui avaient fait des paysages du Nord. Puis moi, je trouvais, parce que il travaillait à partir de photos que j'avais prises, puis tout ça. Puis je trouvais qu'il s'était vraiment bien rendu. Puis là, d'arriver là, c'est sûr que ça... Il en parlerait mieux que moi, mais c'est sûr que là, il voit enfin ce qu'il illustre, mais il le réalise aussi qu'il était quand même pas trop loin, là, tu sais, dans ce qu'on avait imaginé, puis les recherches qu'il avait fait. On a reçu, je tiens à le dire aussi, un bon coup de main des archivistes d'Hydro-Québec qui nous ont donné accès à des images aussi. Mais c'est sûr que j'étais vraiment contente, puis lui aussi, là, le fait que Christian se déplace à l'abbé James, pour moi, c'était vraiment... je trouvais que ça ajoutait la crédibilité à sa démarche. Oui, puis c'est fabuleux. Là, on a l'impression d'être avec vous sur place. On a l'impression de voir des photos, mais pas que, parce que c'est vraiment... On le sent que c'est empreint d'une émotion, puis d'un vécu sur le terrain, toutes les images, puis la façon dont c'est rendu dans la bande dessinée. Vraiment un magnifique travail. Et parallèlement à ça, personnellement, je m'intéresse beaucoup au récit, à ce qu'il raconte, mais aussi à ce qu'il raconte pas. J'ai une grande curiosité face à notre tendance humaine à nous accrocher à une trame narrative qui offre pas nécessairement une vision multidimensionnelle d'une même situation, et au fait que la compréhension et la découverte de différentes facettes d'une même histoire changent diamétralement notre rapport à nos propres souvenirs, à nos attachements, qui sont reliés à des éléments positifs ou parfois négatifs de nos vies.
Dans le balado transmission, ça répond le balado transmission répond à ce besoin de visiter d'autres dimensions pour mieux comprendre. Et un bel exemple est justement un des aspects que vous avez fait ressortir quant aux impacts sur la nation Crie, sur les Inuits, qui ont été passés sous silence dans nos récits allochtones. Vous parlez aussi éventuellement du sentiment de brisure interne dans le rapport que l'on a à nos souvenirs alors que vous racontez ce moment où votre grand-père vous a offert une poupée inuite. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous dans le passé, cette poupée, et dans un présent qui vous racontait une autre histoire? Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, Maude, parce que je trouve que transmission, c'est vraiment ça aussi. Puis c'est pour ça que je suis heureuse qu'on l'ait travaillé comme ça pour le livre, mais dans l'audio aussi. C'est-à-dire, c'est pas une histoire, c'est pas un sujet. Tu sais, quel est le sujet de transmission? Ben il y en a plusieurs. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans des récits comme ceux-là, c'est de pas avoir seulement une lecture. Puis je trouve que oui, en effet, cette espèce de poupée, cette poupée inuite là. Puis là, je vais utiliser un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ma poupée esquimaude. Hein? C'est comme ça qu'on appelait les gens du Nord là, à l'époque. Et c'est une poupée que mon grand-père m'a offert quand j'étais toute petite. J'ai pas le souvenir de l'avoir reçue, donc je devais avoir moins de 4 ans, c'est sûr, là, peut-être 2-3 ans. Puis c'est vrai qu'elle a changé de signification, cette poupée-là, dans ma vie, parce que enfant, les premiers souvenirs que j'ai, c'est qu'elle est dans ma chambre exposée. C'était pas un jouet, c'était comme une décoration. Tu sais, j'avais cette espèce de petite tablette, puis j'avais une série de poupées, là, plus entre guillemets de collection. Probablement parce que tu sais, c'est comme une petite poupée, puis elle est vêtue de fourrure et de cuir. Fait que peut-être que c'est pour ça que mes parents voulaient pas me laisser jouer avec elle, parce que ses habits étaient comme précieux, tu sais, avec la fourrure et tout. Et je me souviens l'avoir gardée très, très longtemps. Tu sais, dans ma chambre, je la vois, cette petite tablette-là. Je savais que c'était lui qui m'avait offert cette poupée-là aussi. Puis ensuite, moi, à l'adolescence, on refait sa chambre. Les poupées prennent le bord, c'est sûr. Je la gardais dans un garde-robe, puis à un moment donné, tu sais, là, la vie adulte commence, je l'ai toujours gardée avec moi, mais je l'ai laissée dans mes boîtes. Tu sais, c'était plus un objet que j'avais envie d'exposer, parce que bien sûr que c'est, tu sais, on peut regarder ça avec des yeux là vraiment de dire ben ça c'est du pur colonialisme là, tu sais, quand on voit cette espèce de poupée là inuit, tu sais, pourquoi on faisait ça, qui faisait ça, tu sais, quel était le chemin ça pour mettre ça en vente dans nos, on verrait plus ça aujourd'hui autrement dit, tu sais, des poupées comme ça, mais en retravaillant sur tout ce sujet là, puis la vie de mon grand-père, puis la compréhension que j'ai eue de toute cette aventure-là de la baie James, ben je l'ai ressortie, tu sais, je me la suis réappropriée, on dirait. Puis je trouve que Christian en a fait une superbe illustration dans le livre. Là, c'est une pleine page, puis tu la vois bien dans des teintes de beige, brun, comme ça. Puis maintenant, elle est chez moi, dans ma bibliothèque. J'ai pu c'est ça, j'ai pu aucun problème avec le fait de la montrer, parce que je lui ai donné cette espèce de d'autres sens là, c'est-à-dire qu'elle a un sens pour moi, tu sais, dans ma relation avec mon grand-père, mais aussi avec tout ce que je sais maintenant de l'histoire des Inuits puis des Premières Nations. Elle est redevenue précieuse, autrement dit. Et lorsqu'on retrace justement l'histoire de cette cathédrale du Nord avec vous, on comprend qu'on est dans une quête identitaire pour le Québec à l'époque où le projet de la baie James est en construction. Vous faites état de la grande dualité d'un projet tel que LG2, qui a constitué, oui, un marqueur identitaire important au Québec, soit la centrale hydroélectrique souterraine la plus puissante au monde, et parallèlement qui a détruit énormément, qui a eu des conséquences irréversibles. Et je me demande quoi faire de cette fierté nationale 50 ans plus tard. Comment en parler de manière plus transparente déjà comme vous l'avez fait, et comment dessiner cette suite au Québec sans perpétuer un colonialisme et de la destruction. Je ne sais pas où vous en êtes dans ces réflexions-là vous-même aujourd'hui. C'est complexe, ces questions-là. Est-ce que mon idée est complètement arrêtée? Je sais pas, tu sais. Mais par contre, je reste tout à fait persuadée que l'hydroélectricité est un marqueur profondément identitaire pour le Québec. Je veux dire, c'est ce
qui nous distingue complètement du reste de l'Amérique du Nord. Tu sais, c'est ce qui fait que encore aujourd'hui, imaginons si on avait compter sur des centrales thermiques ou encore sur le nucléaire, tu sais, c'est sûr que oui, marqueur identitaire, mais je veux dire, c'est très utile, là. Tu sais, tout le complexe hydroélectrique de la baie James, je pense, la dernière fois que j'avais regardé, c'est quand même 40% de l'électricité au Québec. Oui, c'est énorme. Puis malheureusement, énorme. Puis comme peuple, là, on n'en consomme pas moins d'électricité. Là. On en consomme plus. T'sais, on va pas dans la bonne direction. Donc, on peut pas s'en passer. On en a besoin vraiment dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Mais par contre, est-ce qu'on a amélioré les relations qu'on a avec les Premières Nations, les Inuits? On a fait des petits pas, mais c'est pas parfait. On le voit bien là parce que il y a encore des projets qui doivent être négociés comme ça. Oui, avec les CRI, on a eu des ententes historiques comme la Convention de la baie James dont on vient de souligner le 50e anniversaire. Ensuite, ça a débouché sur la paix durable qui est vraiment là ça fait partie des traités modernes de relations qu'on a avec les Premières Nations. Mais par contre, si on fait des projets avec les Inuits, on n'y est pas. Pour les autres nations autochtones, c'est délicat encore ces questions-là. Les CRI, eux partent vraiment plus loin parce qu'il y a déjà eu ces négociations. Mais j'en parlais avec un historien justement, Wendat, la semaine dernière, Médéric Sioui, à propos de la Convention de la baie James, il me disait, pour d'autres nations, ça reste encore complexe, à l'arracher. Donc, c'est ça. Puis moi, j'ai toujours comme... Je veux dire, oui, il y a des récits nationaux qu'on se fait, mais l'histoire, c'est ce que je dis dans Transmission, l'histoire, c'est aussi de voir les côtés sombres. Ça fait partie de la grande histoire. On n'a pas à les réprimer, à les taire ou à les cacher. Je pense que c'est comme ça qu'on devient un peuple mature, au fond, vraiment. Tout à fait. Et est-ce que cette compréhension nouvelle, j'imagine que oui, parce qu'on le ressent quand même à la fin du balado, a apporté quelque chose de différent dans votre manière d'être, de penser, de regarder l'actualité, notamment dans votre rôle d'animatrice, par exemple? Oui et non, les deux m'ont nourri, je veux dire, de faire transmission, c'est sûr que c'est aussi une démarche journalistique, même si elle est très, très intime, mais je l'ai fait avec, je veux dire, si j'avais pas ce background professionnel-là, ça aurait pas donné la même chose. Ça, moi, j'en suis persuadée. Maintenant, c'est continuer. Par exemple, je trouvais ça très intéressant à mon émission, même si c'est pas directement mon mandat d'émission d'actualité montréalaise, de parler de la Convention de la baie James. Mais la semaine dernière, on a présenté un long segment avec 2 historiens là-dessus parce que ce sont des questions qui m'intéressent toujours. Et pas que le Nord, Transmission parle aussi de l'engagement politique à travers la vie de mon grand-père. Puis je trouve qu'à une époque très polarisée, où on se demande c'est quoi l'engagement, où on a beaucoup moins confiance envers nos politiciens, de comprendre ça, je trouve ça intéressant, de comprendre cette espèce de sacrifice de vie publique, là. Ça aussi, ça m'est utile dans mon métier, quand je m'intéresse aux questions politiques. Ouais. Et qu'est-ce que ça a laissé à vos enfants, ce processus-là, de l'avoir vécu avec vous, ce voyage? Pour les enfants, Transmission, au départ, c'était zéro un projet de balado, puis encore moins une bande dessinée, là. C'était vraiment un projet familial. C'est-à-dire, c'était des vacances familiales que je faisais avec les 3 garçons. Puis c'est un patron à Radio-Canada qui me demandait ce que je faisais l'été, puis je disais, je m'en vais à baie James avec mes gars. Il me dit, pourquoi tu fais ça, tout ça? Je lui raconte un peu, puis il dit, tu devrais partir avec une enregistreuse. Puis, je lui ai dit, jamais, là, je suis en vacances, je veux dire, pourquoi j'irais enregistrer ça? Mais à la fin, ça m'a travaillé, puis j'en ai parlé aux garçons, ils étaient partants, donc je suis partie là, puis je me suis dit, j'avais pas de déroulement en tête ou quoi que ce soit, je dis, OK, on enregistre, puis finalement, je suis revenue avec comme 24 heures d'enregistrement, on a démêlé ça après. Mais pour les gars,
ça a été pour eux des vacances. Ils se sont beaucoup investis dans le fait d'enregistrer ce qu'on vivait. Je pense que ça faisait partie de l'aventure aussi. Mais aujourd'hui, là, ils sont tous début vingtaine, là, les gars, tu sais. Donc, c'est comme un souvenir d'enfance pour eux. Mais en même temps, moi, je pense que ça leur a certainement donné une perspective sur ce territoire-là qu'on habite. Moi, j'encourage tout le monde à partir au moins une fois vers le nord, tu sais, que ce soit la baie James ou que ce soit la Côte-Nord, de pousser vers l'est le plus possible. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui partent chaque année dans le sud ou qui vont une fois ou 2 ou 3 ans en Europe. Ben, pourquoi pas une fois faire ce voyage-là? Oui, ça donne envie en tout cas. Ça donne envie. On comprend un territoire quand on s'y promène. Absolument. Que ça, je pense que oui, ils sont riches de ça. Oui, merci beaucoup, Annie Desrochers, d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui. Je sais qu'on peut développer un attachement et une compréhension plus grande à travers l'empathie et c'est à mon sens exceptionnel de pouvoir avoir accès à un récit aussi intime dans ce qui a été une grande histoire. Donc, merci de nous avoir donné accès à cet espace-là, d'avoir partagé ce parcours transformateur avec nous. Non, merci beaucoup de l'invitation, Maude. Puis on se voit au Salon du Livre en fin de semaine. Les gens qui y seront, je serai là. Superbe, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.